Bon, à peu près tout le monde sait que les États-Unis d'Amérique ont 50 États. Il y a peut-être un peu moins de monde qui sait que, tout comme la France, ils ont plus ou moins l'équivalent de Dom-Tom. Porto Rico, les îles Samoa et encore d'autres. Mais ce qu'on sait encore moins, c'est que, tout comme leurs petits copains en Europe, les États-Unis aussi ont eu une colonie en Afrique. Bon, on en a déjà parlé dans une vidéo qui commence à dater un peu, mais je me suis dit que ça valait quand même d'être traité à part. Du coup, aujourd'hui, on va parler du Libéria. Enfin bref. Avec l'apparition des premiers mouvements abolitionnistes au XVIIIe siècle, et du coup les premiers États qui abolissent l'esclavage, la question de l'avenir des esclaves libres commence à se poser. Entre ceux qui veulent un État à part pour les Noirs, et il y a des Noirs dans le tas, et ceux qui se disent tout simplement que la libération des esclaves n'est pas viable, il y a quand même pas mal de monde qui se dit que les populations noires des États-Unis n'arriveraient pas à s'intégrer à la société blanche, et qu'il faudrait quand même bien les foutre quelque part. De là commence à apparaître l'idée qu'il serait peut-être mieux là d'où ils viennent, et qu'un bon coup de réimmigration ferait de mal à personne. D'un autre côté, certains voient ça comme une tentative de se débarrasser des meilleurs éléments de la communauté noire pour empêcher toute tentative d'union de leur part. En 1817 est fondée la Société américaine pour la colonisation, composée à majorité de prêtres blancs. Ils commencent à prospecter les côtes africaines pour trouver un endroit où s'installer et trouvent un coin pas trop loin de la Sierra Leone, où les Anglais avaient tenté une expérience plutôt similaire. En 1821, la compagnie obtient un lopin de terre sur la côte ouest de l'Afrique qui nomme Liberia, du latin liber, qui veut dire libre, et du suffixe ia, parce que ça fait plus nom de pays. En 1822, les premiers esclaves libérés commencent à arriver dans une ville qui sera nommée Monrovia par la suite, en hommage au président américain de l'époque, James Monroe. Vas-y, moi tout ce que j'ai à mon nom c'est une chaîne YouTube quoi. Au début, c'était un peu thug, sur les un peu plus de 4000 mecs qu'on a débarqués sur place, il en restait qu'un peu moins de 2000, et les conditions étaient pas du tout les mêmes non plus. Les gars sont arrivés dans un bled dont ils connaissaient ni le climat, ni les ressources. Un peu comme les premiers colons qui ont débarqué en Amérique. Mais la société va continuer d'envoyer des esclaves libérés jusqu'à la guerre civile américaine dans les années 1860. En 1840, le pays commence à se débrouiller tout seul et obtient son indépendance en 1847, en faisant la première république libre d'Afrique et la deuxième république noire du monde, juste après Haïti. La SAC continuera d'aider sur place, notamment en construisant des écoles et en fournissant une éducation aux locaux, autant scolaire que religieuse, majoritairement en descendants d'esclaves américains, pas spécialement à ceux qui étaient déjà sur place avant. Et ce, jusqu'à sa dissolution en 1964. Bon là, on vient de faire un petit topo chronologique sympa et compréhensible, mais l'histoire des pays africains, c'est pas du tout ça. Un des gros problèmes de la colonisation en Afrique, et qui est toujours d'actualité, c'est qu'on a créé des pays à partir de rien. Les mecs ont juste défini des zones qui les intéressaient et tracé des frontières autour, contrairement à l'Europe ou l'Asie, où le découpage s'est fait au fil des conquêtes / invasions. Y a qu'à voir le découpage de ces dernières, c'est tout droit. Comme si quelqu'un avait tracé ça sur une carte, comme ça. Parce que le continent africain, à la base, c'est pas constitué de pays. Il y a effectivement eu tout un tas de royaumes, mais comme les royaumes européens au Moyen-Âge, c'était surtout des zones de dominance où les différents peuples gardaient leur langue et leur culture. Et du jour au lendemain, on a foutu plusieurs ethnies dans un joli carré avec un gouvernement central et tout le monde était géré pareil. De quoi très vite vous foutre le sbeul. Du coup, ça va pas être différent pour le Libéria. Dans un premier temps, les anciens esclaves arrivés d'Amérique vont constituer une caste supérieure, considérant les locaux trop feignants et oisifs pour gérer quoi que ce soit. C'est ça qui est beau avec le racisme, ça va bien au-delà de la simple différence de couleur de peau. Dès qu'on trouve une raison pour s'opposer aux autres, ça donne une raison pour les foutre de côté. En gros, les anciens esclaves vont tout simplement appliquer le seul schéma qu'ils connaissent, des plantations, et puis faire travailler des mecs dedans. Et cette dominance va continuer jusqu'en 1980 où un certain Samuel Doe fait son apparition. Doe se lance dans un coup d'état en 1980. Ce dernier appartient à l'ethnie Kran, comme à peu près tous les mecs qui le suivent, contrairement au pouvoir en place qui lui, depuis la création du pays, était de descendance afro-américaine. Non, dans un premier temps ça va être plutôt sympa, les natifs, enfin les descendants de ceux qui étaient déjà sur place avant la colonisation, vont enfin avoir leur mot à dire, et accès à l'éducation. Mais comme beaucoup de choses en Afrique, ça va très vite devenir communautaire. Doe, devenant de plus en plus parano après un certain nombre de tentatives d'assassinat sur sa personne, va de plus en plus favoriser son ethnie, aux dépens des autres, ce qui va pas spécialement favoriser la joie et la bonne humeur au Libéria. Bon, déjà le mec est clairement un dictateur, 5 ans après sa prise de pouvoir, des élections vont être organisées, mais le pays ne se retrouve très vite qu'avec un seul parti politique, le sien. Faut aussi savoir que son régime était quand même pas mal soutenu par le gouvernement américain. Dans leur plan de limiter au maximum la poussée du communisme dans le monde, ils filaient plein de thunes à des gouvernements par-ci par-là, histoire de se les mettre dans la poche. Cet argent a beaucoup contribué au développement du Libéria, certes, mais aussi à l'enrichissement du régime de Doe, jusqu'au jour où il est devenu trop hardcore pour les Américains eux-mêmes. Et pourtant, faut y aller pour les calmer les mecs, ils soutiennent toujours l'Arabie Saoudite aujourd'hui, alors que c'est clairement pas fifou comme régime. Bref.
Do continue son escalade paranoïaque et après une énième tentative d'assassinat sur sa personne, il décide de se venger sur les ethnies qui soupçonnent être responsables d'avoir attenté à sa vie. L'armée libérienne va commettre des massacres dans le nord du pays, jusqu'en 1989 avec l'arrivée d'un certain Charles Taylor. Le gars avait soutenu Do pendant son coup d'état et après avoir été placé au gouvernement, à un poste où il était en charge des dépenses, il va se faire virer 2 ans plus tard pour avoir détourné plus d'1 million de dollars et va fuir aux États-Unis où il sera arrêté. Il réussit à s'échapper et fuit en Libye, où il suivra un entraînement dans les forces armées de Muammar Kadhafi. Bref, arrive l'année 1989 et avec une milice financée par Kadhafi lui-même, Taylor attaque le Libéria depuis la Côte d'Ivoire, déclenchant une guerre civile qui durera jusqu'en 1996. Réélection, remagouille, rebordel, avec cette fois en plus du soutien financier et militaire pour la guerre civile en Sierra Leone juste à côté. Encore une fois, un gars bien. Le pays va connaître encore des galères. Bon, en même temps, quand t'es dirigé par un mec qui avait déjà détourné plus d'1 million de dollars pour sa poche, eh ben t'es pas sûr d'aller très loin. En 2002 est organisée une marche pour la paix par les femmes du pays, qui en ont plus que ras la casquette de tout ce bordel. Ce qui ne fait qu'augmenter le mécontentement du peuple envers Charles, qui se retrouve obligé de démissionner en 2003 et de fuir au Nigeria. De là, l'ONU prendra le relais, organise de nouvelles élections en 2005, et cette fois c'est une femme qui sera élue, en la personne d'Ellen Johnson Sirleaf. Et aujourd'hui, le pays est dirigé par George Weah, un ancien joueur de foot qui a notamment joué à Milan et à l'Olympique de Marseille. Enfin, un mec qu'on aime bien, quoi. Bon, le pays est toujours en phase de reconstruction, hein. Économiquement, c'est pas Jojo, et on soupçonne fortement certaines compagnies sur place d'employer des enfants. Mais comparé à tout ce qu'ils ont déjà traversé, c'est pas grand-chose, en fait. Alors, je suis pas revenu en détail sur les événements politiques récents, parce que c'est pas le sujet. Le vrai souci, c'est le bordel mis par l'organisation coloniale. Le fait de donner plus de pouvoir à certaines ethnies en défavorisant d'autres, c'est un truc qui s'est beaucoup fait en Afrique. Le but pour les colons, c'est tout simplement d'empêcher les mecs de s'unir contre eux. Diviser pour mieux régner, comme on dit. Sauf qu'une fois parti, ça a laissé tous ces pays, construits artificiellement avec des gens qui s'entendaient pas forcément super bien à la base, dans des états catastrophiques. L'Afrique récupère à peine de la colonisation, et vu l'implication de certains pays européens là-bas, c'est pas dit que tout soit vraiment fini. Bref, tout ça pour dire que même si ça a l'air de s'être calmé, pas tant que ça en fait. Enfin bref.